Comme l'enquête l'établira plus tard, tout a commencé avec son visage. Il lui rappelait trop une personne, sa mère. Et cela a suffi pour qu'un enfant de 6 ans soit amené inconscient aux urgences de l'hôpital de district de Novoaninskaya le 14 juin 2021. À côté de lui se tenaient son père et sa belle-mère. Elle a expliqué aux médecins qu'environ une semaine plus tôt, il était tombé d'un arbre en jouant dans la cour et avait mal atterri. Depuis, il se plaignait de maux de tête, mais il pensait que ça passerait tout seul. Rien de grave. Ces choses arrivent. Les médecins l'ont examiné et ont compris ça ne passerait pas. Traumatisme crânien fermé, hémorragie sous-durale, œdème, déplacement des structures à l'intérieur du crâne. Ce n'était pas une chute d'arbre, c'était tout autre chose. Il a été transféré en réanimation, mais il n'a jamais repris connaissance. Le soir même, il n'était plus. Hutori Galushkinski, 867 habitants selon le dernier recensement, oblast de Volgograd, district de Novoaninski, un endroit où tout le monde se connaît, où les nouvelles circulent plus vite que les événements ne se produisent. Mais cette histoire précise n'était pas entièrement connue, ou plutôt pas tout ce qui se cachait derrière. Les enquêteurs ont commencé leurs investigations, examiné la maison, interrogé les voisins. Les voisins ont rapporté que des cris étaient régulièrement entendus depuis cette maison, pas une ou deux fois, mais constamment. Ils l'avaient vu dehors déshabillé, même par temps froid. Il restait devant le porche et n'entrait pas. On ne le laissait tout simplement pas entrer. Il avait l'air maigre, apeuré, pas du tout comme les autres. Il y avait 5 enfants dans la famille, mais un seul soulevait des questions. Personne n'a appelé la police. Personne n'a déposé de signalement. Un petit village n'est pas une ville. Ici, on ne se mêle pas des affaires des autres. Ici, on dit, les parents savent mieux comment élever leurs enfants. L'affaire a été requalifiée. Article 117 du Code pénal, sur l'infliction systématique de sévices. Paragraphes G et E de la deuxième partie, à l'encontre d'une personne manifestement sans défense, en situation de dépendance matérielle ou autre vis-à-vis du coupable. La belle-mère a été arrêtée, le père aussi, mais ils n'ont pas eu le temps de l'interroger. Quelques heures plus tard, quand il est devenu clair que la vérité allait éclater, il a mis fin à ses jours. Elle seule est restée. L'enquête a commencé par des interrogatoires. Les premiers convoqués étaient ceux qui vivaient de l'autre côté de la clôture, de l'autre côté de la rue, 2 maisons plus loin, Hutori Galushkinski, un endroit où les sons portent loin, surtout les cris. Les voisins ont commencé à parler. Certains avaient entendu des pleurs, réguliers, presque à heure fixe. D'autres avaient remarqué qu'il ne ressemblait pas du tout au reste de la famille, maigre, silencieux, avec un regard traqué. D'autres se sont souvenus qu'une fois ils s'étaient approchés de leur clôture et avaient demandé à manger. Ils s'étaient juste approchés et avaient demandé. Personne n'a appelé, pas une seule fois en 18 mois. Pourquoi? Les réponses se ressemblaient. On pensait que les parents savaient ce qu'ils faisaient. On ne voulait pas s'immiscer dans une autre famille. On avait peur de gâcher les relations. On a décidé que c'était leur affaire privée. Les enquêteurs ont tout consigné. Le tableau a commencé à se dessiner. Ce n'était pas un accident, c'était un système, long, méthodique, invisible pour ceux qui ne vous laissent pas voir. La version de la belle-mère s'est effondrée dès les premières 24 heures. L'expertise médicale a montré que le traumatisme crânien ne pouvait pas résulter d'une seule chute une semaine auparavant. La nature des lésions indiquait des coups répétés dans la même zone à différents intervalles, des traces d'anciennes blessures, des traces de sévices systématiques. L'affaire a été transférée au département d'enquête du district, mais l'enquête avait déjà compris. Il ne s'agissait pas seulement de coups. Il s'agissait des conséquences qui l'avaient conduit en réanimation, d'où il n'était jamais ressorti. Ils ont commencé à reconstituer la chronologie. Qui a fait quoi et quand? Depuis combien de temps cela durait-il? Pourquoi personne n'est-il intervenu? Et surtout, pourquoi lui? Après tout, il y avait 5 enfants dans la famille. Le fils de la belle-mère de son premier mariage, 2 filles du père de son premier mariage, une fille commune née en juillet 2019 et lui, également du premier mariage du père, le seul traité différemment. L'enquête a commencé à chercher une raison et l'a trouvée dans le témoignage de la belle-mère elle-même. Septembre 2018. Une femme de 34 ans épouse un veuf. Elle a un fils de son premier mariage. Lui a 3 enfants, 2 filles et un fils.
Sa première femme était déjà décédée à ce moment-là. La nouvelle famille s'installe à Khutory Galushkinsky. À première vue, une histoire de seconde chance. Un veuf a trouvé une femme qui pourrait devenir un soutien pour ses enfants orphelins. Une femme a trouvé un mari et une grande famille, une maison, un foyer, de la stabilité. Tout ce qu'il faut pour une vie normale ensemble dans un endroit où tout le monde se connaît. Les premiers mois se sont passés sans incident. En tout cas, ni les voisins ni les proches n'ont rappelé quoi que ce soit d'inquiétant de cette période. La famille semblait ordinaire, nombreuse, pas riche, mais tout à fait ordinaire. En juillet 2019, une fille commune est née. La famille a officiellement obtenu le statut de famille nombreuse, ce qui signifiait des allocations, des aides, l'attention des services sociaux. Mais l'attention s'est avérée formelle. La famille n'était inscrite sur aucune liste de surveillance. Pour les services de protection de l'enfance, c'était juste une famille nombreuse, ordinaire. Pas de plaintes, pas de signaux, pas de motifs de contrôle. Personne n'est venu pour des visites surprises, personne n'a parlé avec les voisins, personne n'a regardé comment ces 5 enfants vivaient réellement. Mais à l'intérieur de la maison, des distinctions avaient déjà commencé. La belle-mère élevait 4 enfants. Son fils, les 2 filles du mari et la fille cadette. Avec eux, selon les témoignages et les documents du dossier, il n'y avait pas de problème. Elle les nourrissait, les habillait, s'occupait d'eux. Une mère ordinaire, une belle-mère ordinaire. Mais il y en avait un autre, le fils du mari de son premier mariage. Il avait 5 ans quand tout a commencé, 6 ans quand tout s'est terminé. Avec lui, tout était différent. L'enquête a établi que la belle-mère avait pris en haine précisément lui. Pas immédiatement, pas dès le premier jour, mais en janvier 2020, la haine s'était transformée en acte. Et la raison de ces actes ne résidait pas dans le comportement du beau-fils, ni dans son caractère, ni dans ce qu'il faisait ou ne faisait pas. La raison était son visage. Il ressemblait à sa mère plus que ses sœurs, les mêmes traits, le même regard, la même forme de visage. Quand la belle-mère le regardait, elle ne voyait pas un beau-fils. Elle voyait la femme qui était là avant elle, la défunte, celle dont elle avait pris la place. Et ce n'est pas une métaphore, c'est la formulation des documents du dossier. Le tribunal a établi que la cause de la haine envers le beau-fils était sa ressemblance physique avec sa mère biologique, une jalousie irrationnelle envers quelqu'un qui n'existait plus, qui ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas protéger, ne pouvait même pas savoir ce qui arrivait à son fils. Mais elle continuait d'exister, dans ses yeux, dans ses traits, dans son apparence. Chaque fois que la belle-mère voyait le beau-fils, elle voyait un rappel que son mari avait aimé une autre femme, que ces 3-là n'étaient pas les siens, qu'elle était la seconde, toujours. Les 2 filles du mari ressemblaient probablement aussi à la défunte, mais pas aussi fortement. Soit la belle-mère ne le remarquait pas, soit elle avait appris à ne pas le remarquer. Mais lui, elle n'a pas pu. Son visage était devenu pour elle un déclencheur, constant, quotidien, insupportable. En janvier 2020, la haine a cessé d'être seulement un sentiment. Elle a commencé à se transformer en acte. Mais la belle-mère n'a pas commencé elle-même. Elle a d'abord préparé le terrain. Le premier qu'elle a brisé, c'était le père. Systématiquement, jour après jour, elle a monté le mari contre son propre fils. Le tribunal a ensuite établi qu'elle lui avait inculqué des sentiments d'indifférence et de cruauté. C'est une citation du jugement. À quoi cela ressemblait-il en pratique ? Probablement à des conversations ordinaires, à des plaintes. Il fait des caprices parce que sa mère l'a élevé comme ça. Il n'écoute pas. Ce sont ses gènes à elle. Il me regarde et je la vois. Jour après jour, semaine après semaine, le père a commencé à changer. Celui qui aurait dû protéger est devenu complice. Celui qui représentait le dernier lien avec une vie normale a lui-même rompu ce lien. Fin janvier 2020, la préparation était terminée. Les sévices ont commencé. À partir de janvier 2020, les sévices sont devenus réguliers. Les documents du dossier indiquent qu'il était frappé avec une ceinture, des bâtons, des seaux en métal. Et il n'avait que 6 ans. Tous 2 le faisaient, la belle-mère et le père. Ce même père qu'elle avait déjà reprogrammé. Qui avait cessé de voir son propre fils en lui? Qui voyait désormais aussi en lui une source d'irritation, un rappel du passé, un problème à résoudre? Pourquoi était-il maltraité? Le tribunal a établi, pour n'importe quelle faute ou sans aucune faute,
simplement parce que son visage mettait la belle-mère en colère, simplement parce qu'il existait, parce qu'elle le pouvait. 18 mois, de janvier 2020 à juin 2021, 540 jours. Mais les sévices physiques n'étaient pas tout. Elle a trouvé des méthodes qui ne laissent pas de bleu, qui sont difficiles à remarquer, qui peuvent être niées. La faim, il n'était pas toujours nourri avec les autres. Parfois, il regardait simplement les autres manger. Parfois, il n'était pas du tout à table, pas constamment, de temps en temps, pour ne pas aller jusqu'à l'extrême, mais pour qu'il se souvienne de sa place. Le froid. Par temps froid, on l'envoyait dehors déshabillé. Khutori Galuchkinsky est dans l'oblast de Volgograd. En hiver, il fait -15, -20 degrés. Il restait dans le gel sans vêtements, on ne le laissait pas rentrer. Les voisins ont vu cela. Ils s'en sont souvenus lors des interrogatoires. Oui, ils ont vu. Oui, il se tenait là, déshabillé. Ils pensaient qu'il était puni pour quelque chose. Ça arrive. Suite à l'exposition systématique au froid, il a développé des problèmes de santé. Lesquels exactement, les documents publics du dossier ne le précisent pas. Mais ils sont apparus. Son corps a commencé à lâcher. Il n'avait que 6 ans. Et on ne l'emmenait pas chez les médecins. On ne le montrait à personne. On le gardait à l'intérieur. Dans un espace clos. Un système où il était coupable simplement d'être né, d'avoir survécu, et de ressembler à celle que la belle-mère haïssait. 18 mois, et personne n'est intervenu. Pendant 18 mois, le système n'a pas vu ce qui se passait. Ce que personne n'a signalé, parce que signaler signifie intervenir, et intervenir ne se fait pas ici. Cette règle a fonctionné parfaitement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Plus tard, quand tout était fini, les voisins ont témoigné, en détail, avec précision, avec des dates et des détails. Ils se sont souvenus de tout ce qu'ils avaient vu et entendu pendant ces 18 mois. Ils ont raconté aux enquêteurs. Ils ont aidé à reconstituer le tableau complet de ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus personne à aider. Celui pour qui il aurait valu la peine d'appeler 18 mois plus tôt ne pouvait plus raconter sa propre histoire. 12 mai 2021, le premier des 3 coups qui finirait en réanimation. La cour de la maison, une allée bétonnée, la belle-mère à côté. Ce qui s'est exactement passé entre eux à ce moment-là, les documents du dossier l'indiquent brièvement. Elle l'a poussé violemment. Il est tombé. Le dos et l'arrière de la tête ont heurté directement le béton. Son cuir chevelu s'est ouvert. Il gît sur l'allée bétonnée, la tête blessée. La belle-mère le regarde et prend une décision. Elle ne l'a pas emmené à l'hôpital. Pourquoi? Le tribunal a établi. Elle avait peur qu'on voie les marques là-bas, qu'on commence à poser des questions, que tout ce qui se passait dans cette maison soit exposé. Les bleus, les marques de ceinture, les marques de bâton, les marques de seaux en métal, la malnutrition, l'exposition au froid, une seule apparition aux urgences, et tout le système qu'ils avaient construit pendant 18 mois s'effondrerait en un instant. Elle a choisi de ne pas l'emmener. Elle a pansé la plaie elle-même. Avec quoi et comment, exactement inconnu. Probablement avec des bandages, comme elle pouvait, sans antiseptique, sans point de suture, sans examen approprié, une plaie ouverte au cuir chevelu et un pansement maison au lieu de soins médicaux. Il est resté à la maison, avec une plaie non suturée sur la tête, avec une douleur que personne ne soulagerait, et avec la belle-mère qui venait de le pousser sur le béton. 15 jours ont passé. La plaie ne guérissait pas correctement. Sa tête lui faisait mal, mais on ne l'emmenait toujours pas à l'hôpital, parce qu'il y aurait des questions, des médecins qui savent regarder. Et ce serait la fin de tout. Ils ont continué à attendre, espérant que ça passerait tout seul, que ça s'arrangerait, que personne ne saurait rien. Le 27 mai, le deuxième coup est arrivé. Et tout a empiré. 27 mai 2021, 15 jours après la chute sur le béton. La plaie à l'arrière de sa tête n'avait toujours pas guéri. Pas de point de suture, pas de traitement approprié, et aucun soin médical. Une lacération ouverte qu'il gardait à la maison en espérant que ça passerait tout seul. Ce jour-là, c'est le père qui a frappé. D'abord avec une ceinture, c'était déjà devenu routinier. Il faisait cela depuis 18 mois, depuis qu'on l'avait convaincu que c'était juste. Puis il l'a attrapé par la tête et l'a frappé contre le chambranle de la porte, dans la même plaie, à l'arrière de la même tête,
au même endroit qui était déjà blessé. Encore des dommages. La plaie s'est rouverte. La lacération non suturée a subi un nouveau traumatisme, encore plus grave que le premier. À nouveau, ils ne l'ont pas emmené chez un médecin. À nouveau, ils l'ont pansé à la maison. Laisser les choses telles quelles, sans examen, sans aide et sans aucune chance de traitement approprié. À l'intérieur de sa tête, quelque chose a commencé à se produire que personne à l'extérieur ne pouvait voir. Un traumatisme répété au même endroit n'est pas seulement de la douleur. C'est l'accumulation de dommages. C'est ce que les médecins appelleraient plus tard un traumatisme crânien fermé contondant, ce qui conduirait progressivement à une hémorragie sous la dure mer. Un processus qui ne pouvait plus être arrêté sans intervention médicale urgente. À l'extérieur, tout semblait presque comme avant. Il marchait, parlait, existait. Il se plaignait de maux de tête. Mais qui s'en souciait dans cette maison? Qui l'écouterait? Ici, on le considérait déjà comme un problème. 17 jours de plus ont passé, pendant lesquels une véritable catastrophe se développait lentement à l'intérieur de son crâne. Le 13 juin, le 3e coup est arrivé. Et c'était le dernier. 13 juin 2021, le père l'a frappé à la tête avec son poing. La 3e fois en 32 jours, et à la même tête, et à la lacération non guérie qui avait déjà reçu 2 coups, d'abord contre le béton, puis contre le chambranle de la porte. À l'intérieur, des processus étaient déjà en cours que personne ne voyait ni ne voulait remarquer. Un point sur la tête d'un enfant de 6 ans. Ce qui s'est passé ensuite est documenté dans les documents du tribunal à l'heure près. La nuit du 13 au 14 juin. Il a à peine dormi, pleuré, s'est plaint de violents maux de tête et de vertiges toute la nuit. Heure après heure. Il y avait des adultes dans la maison, ainsi que 4 autres enfants. Quelqu'un a entendu les pleurs, quelqu'un a vu à quel point il allait mal. Et personne n'a appelé une ambulance. Personne n'a composé 3 chiffres. Personne n'a décidé qu'il était enfin temps de demander de l'aide. Le matin, il a commencé à avoir des nausées, puis des vomissements. Ce sont des symptômes classiques de traumatisme crânien. C'est quelque chose que n'importe quel secouriste reconnaîtrait en 1 minute. C'est un signal qui crie « Il y a une catastrophe à l'intérieur de la tête, une aide urgente est nécessaire ». Et on ne l'emmenait toujours pas chez un médecin. On espérait encore, on gagnait encore du temps. Vers 13 heures, il est sorti dans la cour et s'est assis dans le bac à sable. Et là, il a perdu connaissance. C'est seulement alors que le père l'a finalement emmené à l'hôpital de district de Novoaninskaya. 32 jours, 3 coups à la tête, une plaie non suturée, une nuit de pleurs et de douleurs, une matinée de vomissements. Et seule la perte de connaissance dans un bac à sable les a poussés à demander de l'aide. 14 juin, 2e moitié de la journée. Il a été amené inconscient. Le père et la belle-mère se tenaient à côté. Les médecins l'ont examiné. Le diagnostic, celui qui apparaîtrait plus tard dans tous les documents du dossier, traumatisme crânien fermé contondant, hémorragie sous-durale, œdème cérébral et dislocation. Dislocation, c'est quand les structures se déplacent à l'intérieur du crâne, quand la pression devient si forte que le cerveau change littéralement de position, quand on ne peut presque plus rien faire parce que le temps a été perdu à jamais. Il a été transféré en réanimation et il y est resté jusqu'au soir, inconscient, sans aucune chance de s'en sortir. Pendant ce temps, la belle-mère donnait des explications au personnel et aux enquêteurs. L'histoire était préparée à l'avance. Il est tombé d'un arbre il y a environ 1 semaine. Il jouait dans la cour, y est monté, a mal atterri. Il se plaignait de maux de tête depuis, mais il pensait que ça passerait. Un accident, personne n'est fautif. C'est juste arrivé. Elle disait cela calmement et avec assurance, comme si elle avait répété, comme si elle savait que ce moment viendrait un jour, et s'y était préparée à l'avance, une histoire rodée destinée à tout expliquer et clore l'affaire. Les médecins ont noté ces paroles, les enquêteurs aussi. Plus tard, ils vérifieraient chaque détail. Et le soir du 14 juin, il a perdu la vie en réanimation. 32 jours s'étaient écoulés depuis le premier coup, 18 mois depuis le début des sévices systématiques, et presque 3 ans depuis que son père avait épousé cette femme. L'enquête a commencé ce même soir. Examen de la maison, interrogatoire des voisins, vérification de l'histoire de l'arbre.
Et cette histoire a commencé à s'effondrer dès le lendemain. Les voisins ont raconté aux enquêteurs ce qu'ils avaient vu et entendu pendant 18 mois. Rien de tout cela ne correspondait au tableau d'un accident pendant un jeu dans un arbre. L'expertise médicale a ajouté des détails qui ont complètement détruit cette version. La nature du traumatisme crânien ne correspondait pas à une seule chute. Les dommages indiquaient des coups répétés dans la même zone à différents intervalles. D'anciennes blessures ont été trouvées sur le corps, des traces de sévices systématiques, ainsi que de la malnutrition et des problèmes de santé cohérents avec une exposition prolongée au froid. On le privait de nourriture pendant que les autres mangeaient, on l'envoyait dans le gel déshabillé, et personne ne le protégeait parce qu'il n'y avait nulle part où fuir. La belle-mère a été arrêtée, le père aussi. Tous deux devaient répondre de tout ce qui s'était passé dans cette maison, mais quelque chose est arrivé au père que l'enquête n'avait pas prévu. Quand il a réalisé que la vérité allait éclater, quand il est devenu clair que les voisins avaient commencé à parler, que l'expertise révélerait tout, que le mensonge sur l'arbre n'avait pas fonctionné, il a pris une décision. Le même jour, dans les premières heures après son arrestation, le père a mis fin à ses jours. Les poursuites pénales contre lui ont été abandonnées. Il n'y avait plus personne à poursuivre. Il est important de comprendre ce que cela signifiait pour l'affaire. Celui qui avait frappé avec son poing, avec une ceinture, qui avait cogné la tête contre le chambranle de la porte, ne pouvait plus être tenu responsable. Celui qui avait frappé cette nuit même du 13 juin ne comparaîtrait jamais devant un tribunal. Seule, elle est restée. Celle qui avait tout commencé. Qui haïssait le beau-fils pour son visage, pour lui avoir rappelé la défunte, qui avait transformé un veuf ordinaire en complice des sévices systématiques sur son propre fils. Elle devait faire face à un procès, et l'enquête a continué à rassembler des preuves, désormais uniquement contre elle. L'enquête a poursuivi son travail. À un moment donné, un fait a émergé dans les documents du dossier qui a changé tout le tableau de ce qui s'était passé. Les services de protection de l'enfance savaient, pas après la tragédie, mais avant qu'il soit amené à l'hôpital inconscient, avant qu'il perde la vie, avant que le père mette fin à ses jours. Les services de protection de l'enfance avaient déposé une demande en justice pour retirer les droits parentaux à la belle-mère, sur la base des motifs qu'ils avaient à ce moment-là, ce qui signifie que le système avait fonctionné. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait donné l'alerte, quelqu'un était allé jusqu'au tribunal. Et le tribunal a rejeté la demande. Pourquoi? La formulation des documents du dossier se lit comme suit. Elle traitait bien les autres membres de la famille de son époux. Les 2 filles? Bien. La fille commune? Bien. Son fils de son premier mariage? Également bien. Mais pas le beau-fils. Pourtant, le tribunal a regardé les 4 autres et a décidé, puisque tout va bien avec eux, la situation globale est acceptable. 1 sur 5. L'un est maltraité, affamé, envoyé dehors dans le gel déshabillé. Les 4 autres, non. Et le tribunal a choisi de regarder les 4, ceux avec qui tout allait bien. La demande a été rejetée. La belle-mère est restée dans la maison, a continué à faire ce qu'elle faisait, a continué les sévices, a continué à l'affamer, a continué à l'envoyer dans le froid, parce que le tribunal lui avait donné ce droit par son refus. Le système avait vu et avait décidé de ne pas intervenir, pas parce qu'il n'y avait pas de motif. Il y avait des motifs, suffisants pour que les services de protection de l'enfance aillent en justice avec une demande de retrait des droits parentaux. Mais le tribunal a décidé autrement, a regardé les documents, les indicateurs formels, les 4 qui allaient bien. L'affaire a été classée, c'est probablement le fait le plus terrifiant de toute cette histoire. Pas que les voisins se soient tus, c'est compréhensible, c'est une faiblesse humaine, c'est la tradition de ne pas se mêler des affaires des autres. Pas que le père soit devenu complice, c'est aussi explicable, bien qu'affreux, répugnant, parce qu'il avait été brisé, reprogrammé, retourné contre son propre fils, mais que le système ait fonctionné et n'ait toujours pas aidé. Ils ont vu le problème, déposé une demande. Le tribunal a examiné les documents et a refusé, formellement, légalement, en suivant toutes les procédures, avec une justification qui pouvait être classée, et après ce refus, encore des mois. Encore des coups de ceinture, de bâton, de seaux en métal, la faim quand il regardait les autres manger, et le froid quand il était envoyé dehors déshabillé, et la faim en réanimation à l'hôpital de Novoaninskaya, d'où il n'est jamais ressorti.
Le tribunal de district de Novoanninski a prononcé le verdict contre la belle-mère. Ce même tribunal, dans ce même district, qui avait autrefois rejeté la demande de retrait des droits parentaux. La belle-mère a pleinement reconnu sa culpabilité, a exprimé des remords, a donné un témoignage détaillé, a décrit comment tout s'était passé, a expliqué ses actes, a pleuré ou fait semblant de pleurer, a demandé la clémence au tribunal, a invoqué les circonstances, les remords, a invoqué qu'elle avait d'autres enfants à élever. Le verdict: 4 ans et 6 mois d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime général, pour 18 mois de sévices systématiques, pour la faim quand il regardait les autres manger, pour le froid quand il était envoyé dans le gel, pour 3 coups à la tête en 32 jours, pour ne pas l'avoir emmené à l'hôpital le 12 mai, pour sa mort en réanimation sans jamais avoir repris connaissance, 4 ans et demi. Pour tout cela, seulement 4 ans. Mais ce n'est pas tout. Au moment du jugement, la condamnée avait 2 mineurs, son fils de son premier mariage et une fille commune avec son défunt mari. Au moment du prononcé du verdict, la plus jeune n'avait que 2 ans. Le tribunal a appliqué un sursis à l'exécution de la peine jusqu'à ce que la plus jeune atteigne l'âge de 14 ans. 2 plus 12, soit un sursis de 12 ans jusqu'en 2033. Voici ce que cela signifie en pratique. Une femme condamnée pour sévices systématiques ayant conduit un beau-fils de 6 ans en réanimation où il n'a pas survécu, cette femme est sortie libre de la salle d'audience et reste libre à ce jour. Elle élèvera ses enfants, ceux-là même pour lesquels elle a obtenu ce sursis. Elle vivra dans le même village ou déménagera ailleurs, c'est inconnu. Elle sera libre. Elle marchera dans les rues, achètera des provisions, rencontrera des voisins, vivra une vie ordinaire. Le verdict pouvait faire l'objet d'un appel. Il n'est pas entré en vigueur immédiatement. Si la défense ou l'accusation ont fait appel, il n'y a pas d'information dans les sources ouvertes. Inconnu pour l'instant. Si quelqu'un a essayé d'obtenir une peine réelle sans sursis, inconnu. Si la question de savoir si les enfants restants peuvent lui être confiés a été soulevée, inconnu. Mais le résultat est connu. Elle est restée libre. Et restera libre pendant encore de nombreuses années, jusqu'à ce que sa plus jeune fille atteigne 14 ans. Celui qui n'avait que 6 ans a perdu la vie en réanimation le 14 juin 2021. La cause: traumatisme crânien fermé contondant. L'enquête a établi 18 mois de sévices systématiques, 3 coups à la tête en 32 jours, refus délibéré de soins médicaux quand quelque chose pouvait encore être fait. Le père a mis fin à ses jours après avoir réalisé que la vérité allait éclater. Les poursuites pénales contre lui ont pris fin. Celui qui avait frappé avec son poing et cogné la tête contre le chambranle de la porte ne comparaîtra jamais devant un tribunal. La belle-mère a été condamnée à 4 ans et 6 mois dans une colonie à régime général. Elle a obtenu un sursis de 12 ans, jusqu'à ce que sa plus jeune fille atteigne 14 ans. Elle est sortie libre de la salle d'audience et continue d'élever ses enfants à ce jour. Elle reste libre avec ses enfants jusqu'en 2033, quand sa plus jeune aura 14 ans. Si d'ici là le délai de prescription n'est pas écoulé, si d'ici là rien d'autre ne se passe, si quelqu'un s'en souvient encore. Mais lui n'est plus là. Depuis le soir du 14 juin 2021. Il avait 6 ans. Et il ressemblait trop à sa mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.